On me demande souvent, est-ce que c'est mieux d'irriguer le matin ou le soir? La réponse standard, c'est que le matin, c'est le moment idéal. Encore mieux si tu es capable de le faire avant 10 heures. L'eau a le temps de descendre avant que la chaleur ne la fasse s'évaporer. En plus, si tu mouilles un peu le feuillage par erreur, le soleil va le sécher rapidement, ça va éviter les maladies fongiques. Arroser le soir, c'est un peu comme inviter le mildiou et l'oïdium à souper. Les feuilles vont rester humides toute la nuit, puis ça peut devenir favorable pour les champignons. Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e rendez-vous du balado Le goût du jardin. Je suis Sophie Descoteaux et je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui. Frédéric Thériault est avec nous. Salut Fred! Salut Sophie! Tu nous as préparé un solide plan de match pour survivre à la canicule qui frappe à nos portes. Donc on va déconstruire ensemble le mythe de l'arrosage quotidien pour se concentrer sur l'irrigation en profondeur. C'est la clé pour que ton potager devienne résilient et survive même si tu pars en vacances loin de tes plants. Finalement, on a Daniel Brisebois. Salut Dan. Salut Sophie. Qui va te raconter l'histoire du Radirax, une variété ultra rapide et gratifiante qui prouve qu'avec une bonne gestion de l'eau, on peut avoir des récoltes rapides même en plein été. Allô, entrons maintenant dans le vif du sujet de notre épisode, la grande soif du mois de juillet. C'est le moment de l'année où ton jardin est au sommet de sa forme, mais c'est aussi là que tout peut basculer si ta gestion d'eau n'est pas au rendez-vous. On parle souvent de l'arrosage comme d'une corvée, mais aujourd'hui, je veux que tu le vois comme un investissement stratégique pour la résilience de ton potager. Daniel, Sophie, on sait que juillet, c'est un mois critique. Est-ce que vous avez des plantes particulièrement sensibles à l'irrigation dans vos jardins ou est-ce que vous les gardez pour la ferme tournesol, celle-là? Nous autres, on les garde surtout pour la ferme tournesol. Juillet, c'est quand on peut partir en vacances et on ne veut pas avoir à soucier de ça pendant qu'on est parti. Et surtout, ce qu'on cultive chez nous, c'est beaucoup d'ail et des tomates, puis des poivrons, puis des fleurs, surtout. Un peu de patates. Sophie? Ouais, moi j'ai un peu la même technique que Dan, c'est-à-dire que je garde les cultures sensibles pour la ferme. Donc un petit peu comme lui, là, moi souvent je pars au mois de juillet. Donc ce que je mets dans le jardin, là, c'est vraiment des choses qui sont pas trop de travail puis que je suis capable de quitter en ayant la tête tranquille. C'est bon, j'ai quand même quelques stratégies pour vous aujourd'hui. Commençons donc avec la théorie de l'arrosage pour devenir un hydro-expert. Alors la règle d'or, c'est la profondeur plutôt que la fréquence. La plupart des gens font l'erreur d'arroser un petit peu tous les jours. C'est ce qu'on appelle un arrosage qui va être superficiel. Le problème avec ça, c'est que l'eau ne va pas pénétrer en profondeur, elle va rester en surface. Ça va encourager les racines à rester juste là, en haut, là où le soleil fait évaporer l'humidité beaucoup plus rapidement. Le résultat fait que notre plante devient un peu une accro à notre arrosage régulier, puis elle est incapable de survivre sans sa dose quotidienne. L'objectif, c'est d'arroser moins souvent, mais plus longtemps. On veut humidifier le sol sur au moins 15 à 20 cm de profondeur. Pourquoi? Parce que ça va forcer les racines à descendre chercher l'eau plus en profondeur. Donc, une plante avec des racines plus profondes, ça va être une plante qui va stresser moins quand il fait 30 degrés dehors. Sophie, toi, ton sol, il est comment chez toi? Est-ce que tu vois une différence dans la vitesse à laquelle ton sol absorbe l'eau comparativement au loam qu'on a à la ferme? Oui, moi j'ai de l'argile. Donc je vois vraiment la différence là parce que tu creuses juste un petit peu puis tu as tout ce qu'il faut pour faire des petits pots là. Donc c'est vraiment comme l'eau stagne, donc c'est vraiment pas le loam qu'on a sur la ferme, là, c'est différent. Fait que c'est ça, pas trop de problème d'eau dans ton jardin. L'argile, ça retient beaucoup l'humidité. Ouais, exactement. Ben, ça m'amène à parler du fait que notre sol, c'est notre réservoir. Fait qu'un sol argileux comme toi, Sophie, ben, c'est une éponge géante, puis ça prend du temps à s'imbiber, mais une fois que c'est plein, ça garde son eau vraiment plus longtemps. Pour ceux qui vont avoir un sol plus sableux, comme dans les Laurentides entre autres, là, le sol va être plus comme une passoire. Il va falloir qu'on arrose beaucoup plus souvent, mais toujours en visant la profondeur. C'est comme ma technique préférée pour savoir s'il faut arroser. Tu vas voir, c'est très élaboré. Il s'agit du test du doigt. Enfonce ton index dans la terre. Si c'est sec sur les 2 premières phalanges, ben, sors le boyau. Puis si c'est humide, range-le. Laisser le sol s'assécher un peu entre les arrosages va permettre aux racines de respirer. L'eau, quand on en met dans le sol, ça chasse l'air, puis les racines ont besoin d'oxygène autant qu'elles ont besoin d'eau. Donc c'est important de laisser le sol sécher pour éviter aussi que les maladies se développent. Maintenant, parlons du quand. C'est important le timing pour l'irrigation. On me demande souvent, est-ce que c'est mieux d'irriguer le matin ou le soir? La réponse standard, c'est que le matin, c'est le moment idéal. Encore mieux si tu es capable de le faire avant 10 heures. L'eau a le temps de descendre avant que la chaleur ne la fasse s'évaporer. En plus, si tu mouilles un peu le feuillage par erreur, le soleil va le sécher rapidement, puis ça va éviter les maladies fongiques. Arroser le soir, c'est un peu comme inviter le mildiou et l'oïdium à souper.
Les feuilles vont rester humides toute la nuit, puis ça peut devenir favorable pour les champignons. Mais bon, avec une vie occupée, puis un horaire occupé comme on a à la ferme, des fois, on n'a pas le choix, puis c'est quand même nécessaire d'arroser en fin de journée. Ça demeure quand même un meilleur moment en fin de journée qu'en plein à midi quand le soleil est à son zénith. Et tant qu'à parler de ça, as-tu déjà entendu le mythe selon lequel les gouttes d'eau feraient un effet de loupe puis que ça pourrait brûler les feuilles en plein soleil? Ben, selon mes recherches, c'est faux. La vraie raison d'éviter l'arrosage à midi, c'est vraiment tout simplement parce que tu gaspilles 60% de ton eau qui va s'évaporer avant même de toucher à tes racines. Pour ce qui est de la technique d'arrosage et des outils, ben, la règle est simple. On arrose la terre, pas les feuilles. Les feuilles, ils boivent pas. Fait que la petite astuce, ça consiste à former une soucoupe de terre à la base de tes plants qui sont gourmands en eau, comme les tomates et les courges. Ça va créer un petit bassin, ça va forcer l'eau à rester là puis à s'infiltrer exactement où tes racines en ont besoin. Parlons donc des outils maintenant. L'arrosoir, c'est excellent pour les pots et les potées fleuries. Mais pour le potager, ça a ses limites. Au potager, il n'y a rien qui bat le goutte à goutte et les tuyaux sointants. Ça va donner un arrosage qui va être lent, mais qui est précis. Ça compacte pas le sol, contrairement au jet d'un pistolet à eau qui va être trop puissant. Ce type de matériel-là, tu peux aller le trouver dans des pépinières ou chez des fournisseurs de matériaux agricoles. Sophie et Daniel, vous avez parlé que vous partez souvent en juillet. Est-ce que vous avez quand même une petite stratégie pour éviter de revenir avec des légumes tout fanés ou desséchés? Mais vraiment, comme je dis, on cultive pas de légumes sensibles pour ça. Alors, c'est dans la planification. c'est ça. Mais moi, je fais tout de même un bon arrosage avant de quitter. Puis, tu sais, tout de même, là, je pars en juillet, puis c'est pas super long. De toute façon, au mois de juillet, là, on a souvent des bonnes pluies encore, donc je suis pas trop inquiète quand je pars pour ça. Super. Alors, tu fais une de mes premières recommandations, Sophie. La première, c'est l'arrosage au jour 1. Fait qu'à la veille de ton départ, si tu fais un arrosage, le plus gros arrosage de ta saison, tu vas saturer le sol en profondeur. Ça te donne une bonne réserve pour le début de tes vacances. Ensuite, l'autre technique, ça peut être de pailler généreusement. Un bon paillis va réduire l'évaporation de 50 à 70%. On en a parlé justement à l'épisode 17. Pour tout apprendre sur le paillis, écoute cet épisode. Si tu n'as pas de système automatique, une idée pour certains plants que tu auras en pot, ça peut être de mettre une bouteille de vin inversée avec de l'eau dedans pour que l'eau se déverse tranquillement sur une certaine période de temps pour irriguer de façon semi-automatique tes petits pots. N'oublie pas non plus qu'une excellente stratégie, c'est le troc jardinier. Offre une récolte de tomates à ton voisin en échange d'un petit coup d'eau tous les 2 jours. C'est souvent la méthode la plus fiable pour partir en vacances. En résumé, arrose profondément, choisis le matin si tu peux, protège ton sol avec du paillis. En gérant bien ton eau, tu ne fais pas juste garder tes plantes en vie, tu leur donnes la force de produire les meilleurs légumes possibles, même quand le thermomètre explose. Bonne semaine! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. À la ferme, ça fait plus de 20 ans qu'on cultive de l'ail et on récolte environ 25 000 bulbes d'ail chaque année. Et on a appris 2 ou 3 choses en cours de cette route qu'on veut absolument partager avec toi. C'est pour ça qu'on a créé notre grand guide sur la culture de l'ail, un outil complet pour t'aider à réussir ta récolte à la maison. Ce guide va t'apprendre à choisir parmi les différents types d'ail, à savoir exactement quand planter à l'automne et comment repérer les signes idéaux pour récolter en juillet. Tu vas aussi découvrir tous les secrets du séchage pour maximiser la conservation de tes bulbes tout au long de l'année. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/balado. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio
pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Fred, tu me donnes chaud rien qu'en parlant de calcul. C'est dur d'imaginer qu'il va finir par faire froid, mais ça va arriver. Mais ça ne veut pas dire que ton jardin doit arrêter quand il va commencer à faire froid éventuellement. Je veux te parler d'une autre culture à semer dans les prochaines semaines pour la récolte d'automne. Les radis Rax. C'est notre radis préféré à la ferme Tournesol. Un beau radis rouge, bien rond, avec une chair blanche et hyper croquante. Ces radis sont une super collation. Tu peux les croquer tout ronds, tu peux les tremper dans la beurre ou la mayonnaise si le cœur t'en dit, ou les couper en rondelles dans les salades. Ils sont aussi magnifiques dans les lactofermentations. Une chose qu'on a tendance à oublier avec les radis, ce sont les feuilles. Tu les mets peut-être au compost ou tu les donnes à tes lapins, mais les fans sont tout à fait comestibles. Sophie, Fred, est-ce que vous mangez les fans de radis? Au printemps, moi, j'aime bien les utiliser dans mes omelettes quand la verdure manque un peu. Mais quand on est rendu en juillet, j'ai moins de chances de les valoriser. Moi, je le sais que je pourrais, je le sais que je devrais, mais je l'ai jamais fait. Donc, mais par contre, je les gaspille pas. J'ai pas de lapin, mais je les donne aux poules, puis ils sont très contents. Moi, j'adore les feuilles de radis. J'adore cuisiner avec les feuilles de radis comme des épinards ou du kale. On peut les faire cuire toutes seules avec de l'ail. On peut les jeter dans une sauce à spaghetti ou un chili ou un ragoût ou dans une soupe. C'est bon pour la santé et c'est délicieux. Les radis Rax peuvent être plantés dès que tu peux travailler la terre, et ce jusqu'au début du mois d'août, ou même plus tard si tu as un tunnel ou une serre. Durant les chaleurs de l'été, comme Fred dit, il est bon de les arroser régulièrement pour éviter qu'ils deviennent trop piquants trop vite. C'est quand les radis sont stressés qu'ils deviennent très forts au goût. C'est vraiment un manque d'eau qui est le plus grand stress. Tu peux semer tes radis dans des rangs aux 10 cm et dans le rang aux 2 cm. Ils vont être prêts dans 3 ou 4 semaines. Pendant les chaleurs de l'été, récolte les radis dès qu'ils sont prêts. À l'automne, tu peux les laisser en terre un peu plus longtemps grâce aux journées plus fraîches et plus courtes. Mais attention, avec les canicules, les radis peuvent devenir pas mal piquants. On a testé une tonne de variétés de radis qu'on a commencé à Tournesol. Le Rax a été notre coup de cœur. Uniforme, rapide à pousser et doux quand on le fait pousser avec amour. C'est notre radis de base depuis presque 20 ans. Le radis est l'une des plus anciennes plantes racines cultivées de l'histoire humaine. Les preuves archéologiques suggèrent que ses ancêtres sauvages ont vu le jour dans l'est de la Méditerranée ou en Asie centrale. Une diversification rapide s'est produite au fur et à mesure que sa culture s'est répandue vers l'est et vers l'ouest. Il y a 4700 ans, les Égyptiens de l'Antiquité cultivaient les radis principalement pour l'huile extraite de leurs semences, et les racines faisaient partie des rations régulières fournies aux ouvriers qui construisaient les pyramides. Par la suite, les radis ont voyagé et évolué dans différentes parties de l'Europe et de l'Asie. Et on va parler de d'autres types de radis dans d'autres épisodes. En fait, on a déjà parlé de radis d'hiver dans un ancien épisode. Et aujourd'hui, on va parler qu'en Europe, l'attention s'est plutôt tournée vers des racines plus petites, rondes ou allongées, à maturation rapide qui pouvaient être cultivées au début du printemps ou à la fin de l'automne, à une période où les autres légumes frais se faisaient rares. Au 16e siècle, les radis étaient déjà largement cultivés dans tout le nord de l'Europe et en Grande-Bretagne. Le radis Rax est de cette tradition. Il a été développé en Allemagne par les sélectionneurs de chez Hild Salmon et a été enregistré pour la première fois en 1980. Le Rax se démarque parce qu'elle garde son croquant dense et ferme même lorsque les racines vieillissent, évitant ainsi de devenir spongieuse, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres radis. Elle montre aussi une grande tolérance à la montaison, ce qui les rend parfaites pour des plantations successives et échelonnées, du début du printemps jusqu'à l'automne. Tout ce qu'on aime dans un radis chez Tournesol. Et j'imagine dans vos jardins aussi. À l'origine, nous avons obtenu nos semences de chez William Dam et nous les reproduisons nous-mêmes depuis de nombreuses années. Pour conserver des semences radis Rax, tu dois les semer tôt pour qu'ils puissent fleurir vers la fin juin. Ils vont former des tiges et sur les tiges, il va y avoir des gousses vertes, bien gonflées, qui, en fait, ces gousses-là sont comestibles, puis ces gousses vont sécher et c'est là qu'on va trouver les semences.
La plupart des semences de brassicacées, comme la roquette, le bok choy, le kale, leurs gousses sont très faciles à casser et ouvrir pour sortir la semence. Ce n'est pas le cas pour les radis. Les gousses de radis sont beaucoup plus résistants, puis il va être difficile à casser, même frustrant pour extraire les semences. Le truc, c'est d'assurer qu'elles sont vraiment, vraiment très sèches et de piler dessus. En fait, mets-les sur une bâche ou quelque chose pour pouvoir ramasser tout ce que tu vas casser. Alors, tu les mets sur une bâche, puis tu les piles dessus à grands coups de pied. Ensuite, tu ramasses tout ça et tu vannes avec un ventilateur ou dans le vent pour enlever les débris légers. Puis tu mets ça par terre et tu recommences, tu piles encore dessus et tu fais ça encore et encore jusqu'à temps que ce qui reste, c'est seulement des semences dans ton contenant. Un autre défi avec les radis, c'est qu'ils peuvent facilement se croiser avec d'autres radis. Il faut environ 200 mètres entre des variétés de radis en fleurs pour éviter la majorité des croisements. Alors, si vous avez un petit jardin, peut-être c'est mieux de laisser une radis fleurir par année. Alors, tu es prêt pour de beaux petits radis ronds et rouges cet automne? Attention! Prêt? Rax! Partez! Wow, quel épisode rafraîchissant! Merci Fred pour ces stratégies d'investissement dans l'arrosage et pour tous ces trucs précieux qui nous permettent de partir en voyage sans stresser pour nos légumes. Et merci à toi Dan pour cette plongée historique et pratique dans l'univers du Radirax. Je te confirme que tu m'as donné le goût d'en semer quelques rangs dès demain. J'espère que tous ces conseils t'aident à mieux gérer tes récoltes sous la chaleur de juillet. N'oublie pas que toutes les références dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode. Un merci tout spécial à Molly Brisebois pour la réalisation et le montage qui nous permet de vous offrir ces échanges chaque semaine. Si tu as aimé ce survol, prends un instant pour t'abonner sur ta plateforme d'écoute favorite. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté. Prends soin de toi, de ton sol et surtout, n'oublie pas de bien hydrater ton jardin et toi-même. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure potagère. Bonne semaine! Bonne semaine!